Voilà. Désolé, hein, désolé les gars, c'est qu'on a des petits problèmes techniques et tout ça. Donc, on va avoir Madame Kawala, bien évidemment, mais on l'aura en audio. On l'aura en appel audio parce qu'on a des petits problèmes techniques. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave. On va toujours l'écouter. Donc, du coup, je vais directement lancer l'appel. Et voilà, faites un OK si vous m'entendez bien. Donc, vous faites un OK si vous m'entendez bien. Voilà. Voilà, Madame Kawala, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans la Grande Messe. Encore désolé pour le petit problème technique. Vous savez, les appareils, l'Internet et tout ça, on ne sait jamais. Mais cela ne va pas nous empêcher, n'est-ce pas, d'être toujours déterminés. Alors, je vous laisse déjà dire bonsoir, n'est-ce pas, aux milliers de personnes qui sont en train de nous regarder actuellement. Bonsoir, bonsoir. Je suis aussi un peu désolée qu'on ne puisse pas se voir, mais voilà, il s'agit de notre pays. Nous allons faire de notre mieux et je suis très heureuse de pouvoir échanger toutes qui sont en ligne ce soir. Voilà, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous nous entendez bien, mes chers internautes? Si vous nous entendez bien, vous mettez seulement le OK. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, on va engager directement. Alors, bonsoir encore une fois de plus, Madame Kawala. Si je peux le dire comme ça, vous êtes, n'est-ce pas, le leader du mouvement Stand Up for Cameroun. Arrêtez-moi si je me trompe. On a suivi beaucoup de vos activités. On a vu que vous êtes très engagé, n'est-ce pas, depuis déjà beaucoup d'années aujourd'hui politiquement et surtout activement dans la lutte pour le changement au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Stand Up for Cameroun, s'il vous plaît? Oui, je commencerai déjà en disant que je ne suis pas la leader de Stand Up. Je suis Stand Up for Cameroun, c'est unique qui a en son sein des partis politiques, dont le parti politique à la tête de laquelle je suis, le Cameroun People's Party, l'UPC Manidem, le MP3, le People's Action Party qui était pour président pendant longtemps l'honorable Paul Aya. Il a passé la main à Denis Chang actuellement. Stand Up for Cameroun comprend aussi des associations de société civile. Un monde à venir tel que Cameroun Rousseau, tel que les nations, telles que une association qui s'appelle Droit au droit. Et Stand Up for Cameroun, en plus de ça, pardon, je cherchais le nom d'un de nos nouveaux membres, Better Breed Cameroun, qui est basé dans le sud-ouest du pays. Et puis, nous avons aussi des personnalités telles que le cinéaste Jean-Pierre Bokolo, tels que le père Ludovic Lado, tel que Maître Alice Com, tel que Maître Charlotte Chakunte, que vous connaissez peut-être aussi. Et puis, nous avons des milliers de membres des citoyens dans les noms qui font partie de stand-up. D'accord. Ok, ok. Alors, Madame Kawala, nous allons commencer directement dans le vif du sujet avec, n'est-ce pas, ce problème, c'est-à-dire cette guerre que traverse notre pays, ce problème qui nous préoccupe tous et qui nous empêche même de dormir, n'est-ce pas? Cette guerre qu'il y a actuellement dans les régions du nord-est et du sud-ouest, Cameroun, qui ne veut pas s'arrêter, à cause d'une volonté politique. Nous l'avons tous constaté. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, dire ici là aux internautes, c'est quoi, qu'est-ce qui a vraiment provoqué cette guerre? Nous avons déjà parlé de ça, mais je pense que si ça sort un peu de la bouche d'une personne aussi avertie que vous, beaucoup de personnes prendront ça encore plus en compte.
Alors, le problème qui crée la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le fond, c'est quoi? Alors, le problème dans le nord-ouest est un problème qui date du moment de notre indépendance. Vous savez, pays a été, les Allemands, une partie du pays a été colonisée par les Anglais et l'autre par les Français. Il s'avère que notre indépendance et la réunification se sont très, très mal passées. C'était des événements à la va-vite et qui n'ont pas suivi la direction que les nationalistes de l'époque, c'est-à-dire notamment le parti PC, avec les Oumyopé, les Wanji, etc., qui disaient que le plan d'action pour l'indépendance aux Nations Unies, c'était de nous permettre de faire la réunification d'abord. Donc, de nous permettre, les deux côtés, de nous asseoir, de comprendre, de discuter de comment est-ce que nous allons vivre ensemble, parce qu'on avait ça, de colonisation, 50 ans, c'est pas peu. On avait adopté certaines habitudes et mis en place certains systèmes, et très clairement, c'était des systèmes différents. Donc, la vision de l'UPC de l'époque, c'était la réunification d'abord, donc qu'on s'asseye ensemble en tant que Cameroun. Parce qu'il faut dire qu'en ce moment-là, il y a l'accord des deux côtés qu'il faut se réunir, puisque c'était un pays qui était un seul pays sous les Allemands, sous la colonisation allemande. Donc, il y a l'option de se réunir, mais l'UPC dit qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on discute de manière pratique de comment est-ce que cette réunification va se faire. Malheureusement, les Anglais ont vraiment bâclé, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand les anglophones disent il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord entre la partie francophone et la partie anglophone, ils ont raison. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu ces assises. Le colon anglais a en quelque sorte remis le pays à Idjo. Il a remis le Southern Cameroun carrément à Idjo sans un accord quelconque, sans une discussion quelconque. Donc, voilà la base du problème qui fait que sous Ahidjo, qui avait très très peur des anglophones parce que c'est une population qui connaissait ses droits, qui était démocratique, et Ahidjo étant un autocrate, étant un dictateur, cherchait à suppresser, à ne pas permettre à une culture démocratique d'émerger. Et il faut savoir qu'il avait peur des deux côtés. Donc, il avait les UPCistes du côté francophone qui, eux aussi, luttaient pour la démocratie, luttaient pour une réelle indépendance qui n'était pas une semi-dépendance où on avait encore la France qui était chargée de tout, mais une réelle indépendance. Donc, il avait l'UPC d'un côté, les anglophones de l'autre, et pour lui, en cherchant à s'imposer en tant que chef d'État qui, lui, avait pris l'option de s'allier à la France et de ne pas faire une indépendance totale, comme ces autres acteurs revendiquaient, a cherché à avoir la même mise sur le côté anglophone. Et il a fait ça, il a consolidé ça à la conférence de Fumban de 61, où les arrivent pour une constituante. Donc, pour les anglophones, on venait pour écrire une constitution. Donc, on venait pour s'asseoir, pour discuter, pour déterminer et nous allons avoir à partir de là. Et Ahidjo, lui, il est venu
avec une constitution déjà dans sa poche, qu'il avait écrit avec ses conseillers français, qui eux aussi se méfiaient beaucoup de ce côté anglophone, et ils ont utilisé de toutes les différentes formes de pression et de corruption pour faire signer cette constitution qui n'était pas une constitution discutée. Nous avons, dès la base au Cameroun, aussi bien pour les francophones que pour les anglophones, nous avons une mauvaise constitution dès la base. Et c'est cette constitution-là qui a été révisée plusieurs fois, et nous le savons tous, le régime Biya arrive dans la même logique que le régime Ahidjo, avec, on peut même dire, avec encore moins de compétences. Ahidjo était un dictateur qui arrivait à réaliser certaines choses. Biya arrive avec la même culture d'oppression, sans toutefois pouvoir livrer ne serait-ce que les services de base. Et les anglophones, ayant vécu d'une autre manière, le côté avait son papa qui livrait l'électricité, avait des systèmes d'approvisionnement en eau qui étaient contrôlés par les communes et les communautés, avait un aéroport à Tiko. Moi qui vous parle, ma mère a pris l'avion à Tiko quand elle était en m'accoucher à Ibadan au Nigeria. Le Nigeria en ce moment était comme la France est aujourd'hui pour certaines personnes. Donc tous ces éléments qui ont faussé là-bas, que toujours dès le départ de l'indépendance, vécu une situation de citoyens de second niveau, n'ont jamais été considérés comme des égaux, n'ont jamais été considérés comme des personnes qui venaient tout simplement d'une autre partie du pays, et ont vu peu à peu tout ce système économique, le système d'éducation, le système juridique qui était supposé être garanti. Donc, on a dit ces deux parties, ils se mettent ensemble, ces deux parties égaux, et l'un va garder son système éducatif, son système juridique, et les anglophones ont vu peu à peu ces systèmes phagocytés par le côté francophone. Et en contrepartie, ils n'ont pas même les services qu'ils avaient avant. Et le troisième élément, j'aime dire que cette crise, elle est politique, donc je viens de donner les éléments politiques. Elle est économique parce que si on prend le seul sud-ouest produit une partie importante de la richesse du Cameroun, entre le pétrole et le cacao que produit cette région. Qu'elle produit, c'est une région qui donne énormément au pays et qui ne voit pas la contrepartie. Pourtant, il y avait une gestion avant qui assurait certaines choses. C'est tout cet ensemble de choses qui font que les anglophones ont un sentiment de marginalisation, un vécu de citoyens de deuxième degré, et ça a été politique, économique et culturel, parce qu'au fur et à mesure que ces deux régimes avançaient, celui d'Ahidjo et celui de Biya, ils ont créé une culture où on met l'anglophone au second degré. Donc, on a des choses très concrètes, comme c'est avec cette crise que on met l'examen pour aller à l'ENAM, qu'on le rend bilingue pour la première fois. Les examens pour entrer dans les grandes écoles au Cameroun étaient tous pratiquement en français, ce qui est d'un inconvénient terrible pour un anglophone qui a grandi dans la partie anglophone entièrement. On a créé une culture au niveau de l'administration, je crois que ça a été dit plusieurs fois ces dernières années, que si vous entrez dans une administration camerounaise et que vous dites « good morning », il y a de fortes chances qu'on vous répond « nous, on ne parle pas l'anglais ici ».
Donc, ce qui veut dire, c'est un message pour vous dire que vous, citoyens, qui êtes supposés recevoir des services qui est la vôtre, la personne est en train de vous dire, je ne vais pas vous servir dans votre langue. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a toute cette culture d'envoyer des francophones qui ne parlent pas l'anglais, des administrateurs francophones qui ne parlent pas l'anglais en zone anglophone. Donc, l'anglophone, même chez lui, doit apprendre à parler français. Il y a les habitudes de discrimination qui font qu'il n'y a que deux grandes entreprises dans la zone anglophone, la CDC et la Sonara. Quand vous arrivez à la Sonara, les employés de la Sonara, je ne sais pas, je ne connais pas le pourcentage exact, mais ils sont majoritairement, très largement, majoritairement francophones. Il n'y a jamais eu un DG de la Sonara qui est anglophone. Les anglophones aiment dire, nous, on n'est pas les directeurs, on est toujours adjoints. Donc, on va toujours considérer que l'anglophone ne peut pas être au premier niveau, on va toujours le mettre comme l'adjoint. Donc voilà cet ensemble des choses qui culmine en 2016 avec, vous savez, il y a toujours la goutte d'eau. La goutte d'eau était un procureur qui a été envoyé à Bamenda et qui a exigé que les avocats à Bamenda présentent leurs affaires en français. Il a carrément, il s'est assis à Bamenda, il a dit que lui ne parle pas le français. Il fallait que tous les autres acteurs, tous les avocats, tous les autres intervenants parlent en français. Et ça a été la goutte d'eau de trop qui a amené les avocats à dire non. En plus de ça, il y avait la loi, comme vous savez, la loi WADA qui n'avait pas été traduite en anglais. Donc, ces éléments qui ont créé la crise que nous connaissons aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Madame Kawala. C'est toujours bien de faire un récapitulatif, faire une chronologie des événements, essayer d'expliquer un peu, n'est-ce pas, ce qui se passe dans notre pays. La répétition est la mère de l'éducation. Alors, Madame Kawala, nous allons entrer, comme je disais, dans le vif du sujet. Toujours, nous allons rester sur ce problème-là, cette guerre qui est en train de déchirer complètement notre pays, n'est-ce pas? Le sang des Camerounais est en train de se verser partout au pays à cause du manque de volonté politique, comme vous avez dit tout à l'heure. Le dernier massacre en date était en Gabou, n'est-ce pas, dans la région du Nord-Ouest, si je ne me trompe pas, bien évidemment. C'est quand même incroyable. Le gouvernement a dit qu'il y a eu 5 morts et que c'était des dommages collatéraux. Nous avons été tous scandalisés. Parce que nous avons tous vu les rapports de l'ONU, nous avons vu les rapports de Human Rights Watch, nous avons vu également, nous avons eu certains témoignages. Alors, Madame Kawala, comment en est-on arrivé là? Comment est-ce que le gouvernement peut autant mépriser ses propres citoyens? Pour répondre, je vais encore rentrer un peu dans l'histoire, l'histoire récente maintenant. Pour dire que cette guerre, il est très important de se rappeler, les avocats et les enseignants ont fait une manifestation complètement. Ils sont violentés dès le premier jour. Dès le premier jour où ils sortent de à qui on a donné des coups de pied, etc. On les a aspergés d'eau, etc. dès la première manifestation. Quelque temps plus tard, les étudiants de Bouya revendiquent quelque chose d'absolument légitime puisqu'on les a accordés. Donc... Allô? Ouais, il y a un petit problème de connexion où elle se trouve. Hein. On va patienter quelques instants. On va patienter quelques instants et puis elle va revenir. Il y a un petit problème de connexion. Vous avez constaté avec moi qu'il y a un petit souci de connexion également où elle se trouve, n'est-ce
On va juste attendre quelques minutes qu'elle puisse revenir. Voilà. Il faut toujours essayer
C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Alors là, aujourd'hui, là, c'est vraiment c'est le grand frère. Aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est le grand frère. Là, je ne comprends rien. C'est complètement suivi. Est-ce que vous m'entendez? Si vous me suivez, vous m'entendez, faites signe. Parce que là, c'est carrément incroyable. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen. À chaque fois qu'on sait que je vais recevoir Madame Kawala, il y a toujours ce genre de problème. Vous allez voir l'émission, la dernière émission que j'avais faite avec elle, c'était exactement les mêmes problèmes. Exactement les mêmes problèmes. Donc, c'est à croire que c'est comme on attend, hein, soyez patient, s'il vous plaît, on essaye de régler ça. C'est-à-dire, c'est à croire qu'on veut vraiment empêcher Madame Kawala de parler. Ça, moi, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça le problème. On veut empêcher de parler. Voilà. Donc, parce que ce n'est pas la première fois et c'est toujours pareil. À chaque fois, on ne va pas se laisser faire. On va continuer. On va continuer, on ne va pas se laisser faire. Est-ce que vous me suivez bien? Bon, écoutez, je vais couper et je vais essayer de relancer. Bon, je ne suis pas obligé même de relancer parce que c'est un truc que ça tourne. C'est un logiciel, ça tourne. Donc, même si j'ai des problèmes techniques, normalement, le direct est en train de continuer jusqu'à ce que je règle le problème. Voilà, donc c'est le logiciel et Facebook. Facebook peut avoir des problèmes, mais le logiciel, lui, n'a pas de problème. Donc, voilà, on va essayer d'avoir Madame Kawala à nouveau dès qu'on va pouvoir l'avoir. Bah ouais, si plus de la moitié est intéressée par ce qui se passe, parce que pourquoi vous ne vous êtes pas déconnecté? Vous ne vous êtes pas déconnecté parce que vous êtes intéressé par ce qui se passe. Alors, je m'en fous des personnes qui se sont déconnectées, tout simplement. Alors, Madame Kawala, on a comme l'impression qu'on veut vous empêcher de parler. C'est ce que moi je crois, en fait, parce que à chaque fois, l'émission, vous pouvez regarder sur la page, ça se passe presque bien, tout le temps, ça se passe bien. Mais à chaque fois, quand je vous prends, il y a toujours ce petit... Vous vous rappelez la dernière fois que vous étiez venu, on avait toujours ce même problème. Voilà, on avait eu ce mal quand même pu s'en sortir jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, on va toujours continuer dans la même lancée. On va essayer de s'en sortir et tout ira bien. Alors, on vous écoute. Ok, d'accord. Alors, je parlais des arrestations, de dire qu'à partir de janvier 2017, on arrête des jeunes anglophones. Et plus de 1000 d'après ce qu'on a pu collecter avec différentes ONG, avec différents acteurs, etc. Jusqu'ici, il y a eu 2 vagues de personnes qui ont été libérées, à chaque fois moins de 300. Et donc, ce qui nous laisse croire qu'il y a encore environ 500 à 600 encore. Oui, on vous écoute, on vous écoute. Ces
personnes-là qui étaient tous des non-violents, qui étaient des personnes qui ont manifesté, mais qui n'ont pas usé de la moindre violence. Ensuite, en fin de compte, le gouvernement a coupé l'Internet, a commis la violence de couper l'Internet pour toute la région. C'est à ce moment de coupure de l'Internet que la population dans son ensemble a été radicalisée. Parce que vous savez que tout mouvement, quand on voit des manifestants dans n'importe quelle société, c'est une minorité de personnes. La vaste majorité est en observation, ils regardent. Mais à partir du moment où vous coupez Internet pour tout le monde, vous faites alors le problème de tout le monde. Et en coupant Internet, ce que le gouvernement n'a pas réalisé, c'est qu'ils ont permis aux sécessionnistes de lire une télé et d'être les seuls en ce moment-là qui communiquaient avec la population. C'était pendant cette période de coupure d'Internet, en fait, le régime Biya a contribué grandement à la radicalisation de la population anglophone. Et on peut vous sortir vidéo sur vidéo, émission télé sur émission télé où nous étions plusieurs acteurs. J'ai personnellement fait je ne sais combien d'émissions en ce moment en leur disant que attention, voici ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et finalement, la violence commence alors en vrai à partir du 22 septembre les anglophones sortent massivement. 1er octobre 2017. Oui, Madame Kawala, on vous écoute. Je me rappelle très bien de ce jour, le 1er octobre 2017. Voilà. Ce jour, le 1er octobre 2017, nous avons une estimation de plus de 100 personnes qui ont été tuées. Donc, on tirait à balles réelles sur des manifestants qui n'avaient aucune arme. Même pas un bâton, ils avaient les arbres de la paix entre les mains. Voilà alors le moment, après cet incident, ceux qui prônaient pour la lutte armée, parce qu'ils étaient toujours là, les personnes en zone anglophone qui prônaient pour la lutte armée, mais la population s'est dit, voilà, on ne peut plus rester dans cette situation. On doit alors entrer dans la lutte armée. Jusque-là, tous les anglophones qui ont été contre la lutte armée dès le départ et qui sont contre la lutte armée jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement, au lieu de nous permettre avec eux, etc., des personnes qui associaient, qui pouvaient parler à la population. Voilà pourquoi on arrive à cette situation. Le gouvernement a son habitude parce que c'est sa culture. Et les atrocités qui sont en train d'être commises en zone anglophone ont d'abord été commises à l'extrême nord contre la population de l'extrême nord. Et à ce moment-là, on criait, on a tenu des conférences de presse, on a fait des interventions pour dire au nom au Haram, on est en train de tuer la population de l'extrême nord, on est en train de brûler les maisons, on est en train de faire des arrestations. Il a d'abord été fait dans
à l'extrême nord. Donc, notre gouvernement se comporte à son... La différence étant que comme il y a aussi des groupes armés sur le terrain, multiplie la violence par 10. Ça fait que le soldat, parce qu'il faut bien comprendre, l'armée ne peut pas se déployer seule. L'armée ne peut pas se lever un matin et dire on va à X endroit ou à Y endroit. Non, c'est le politique, donc dans ce cas le régime Biya, qui dit l'armée vous allez aller à gauche ou bien vous allez à droite. Alors l'armée, le régime Biya qui a un problème politique, un problème qu'il doit résoudre en s'asseyant avec les gens et en discutant de ces problèmes-là, ce problème-là, lui, il préfère envoyer son armée. Mais l'armée n'a pas les outils pour résoudre ce problème. Effectivement. Donc, ce que nous sommes, ils n'ont pas les outils. Et en plus, les jeunes, moi j'ai été dans ce zone de conflit à plusieurs reprises. Contrairement à ce qu'eux, ils peuvent penser à Yaoundé, on discute avec les soldats aussi bien qu'on discute avec le Ambas quand on les rencontre sur la route. Ces enfants sont des enfants, même du côté de l'armée, sont des enfants, c'est des jeunes qui ont moins de 25 ans. Donc vous prenez une arme, vous donnez à un jeune garçon de 18 ans et dans sa tête, il sait qu'il y a des groupes armés, qu'il peut être attaqué à tout moment et qu'il a peur, bien sûr. Et bien sûr qu'il va prendre des mauvaises décisions. Et bien sûr qu'il va faire des choses qui sont commettre des crimes atroces. Et comme nous sommes dans une armée qui ne discipline pas, qui ne donne, il n'y a pas de répercussions pour ce type d'acte, eh bien, ça se multiplie sur le terrain. Et il faut dire que ces jeunes de l'armée sont aussi sur le terrain, parfois dans de très mauvaises conditions. Nous avons beaucoup de témoignages où l'argent pour qu'ils se nourrissent, les équipements, etc., soit n'arrivent pas à temps, soit n'arrivent pas du tout. Donc, eux-mêmes sont dans de très mauvaises conditions mentales et émotionnelles. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est le résultat de ces très mauvaises décisions qui sont prises par le régime Biya. Or qu'on ne devrait pas, dans cette situation, dans cette crise, on n'aurait pas dû avoir un seul mort. Ben voilà. Il n'était pas nécessaire d'avoir un seul mort. Les anglophones sont sortis, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de menaces, il n'y avait rien du tout si le gouvernement avait fait son travail politique, qui est le travail de s'asseoir dans toute société. Je crois que les personnes qui sont connectées en grande partie de la diaspora, vous vivez dans juste essayer de revenir tout doucement, tout tranquillement.
Ah oui, c'est-à-dire que non, c'est le grand frère. Mais bon, on va toujours continuer de maintenir le cap, hein, les gars. Ne vous inquiétez pas, on va continuer de maintenir le cap. On va continuer de... Je rappelle encore qu'il y a eu cette tuerie dans l'extrême nord. Nous sommes restés silencieux en tant que Camerounais. Nous avons eu deux femmes et leurs enfants qui ont été abattus devant nous par des soldats camerounais. Le pays est resté calme. Toujours à l'extrême nord, dans une vidéo, on a aligné une douzaine environ de personnes. On les a tués en tirant dans le dos. Nous sommes restés calmes. Depuis le début de cette crise anglophone, il y a massacre sur massacre. Je voulais vous dire qu'on est en train de, actuellement, nos équipes sont en train de recouper les faits parce qu'on nous parle encore là dans les 24 dernières heures d'une tuerie dans le nord-ouest, encore. Donc, oui. Il faut comprendre que d'abord, il y a la culture de notre armée. En deuxième lieu, il y a les conditions politiques dans lesquelles on les a mis. Et troisièmement, il y a le fait qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Donc, on est en train de mettre ces soldats face à face avec des gens qui ont un problème politique, qui veulent que le pays règle leurs problèmes politiques, et on envoie un jeune soldat en face d'une telle personne. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura que ces carnages. Et on doit comprendre qu'on est arrivé au stade où tous les 24 heures comptent. Tous les 24 heures comptent, parce que plus nous tardons en tant que peuple, plus de corps nous allons compter. Et plus la situation sera difficile pour nous, même après le départ de ce régime. Parce que vous savez que quand le sang a coulé, il est difficile de réconcilier les gens. Et voilà pourquoi, au niveau de Stand Up for Cameroun, nous disons, le plan, ce que nous avons à faire en tant que Camerounais et ce qui est urgent, c'est l'action non violente massive. L'action non violente massive pour arriver à la transition politique, pour arriver au moment où nous disons à ce régime, s'il vous plaît, partez, vous avez très clairement atteint les limites de votre capacité, vous ne pouvez plus absolument rien faire pour nous, partez et
maintenant mettre en place un gouvernement de transition qui peut nous permettre de tenir le grand dialogue national que nous souhaitons, qui peut nous permettre de réécrire la Constitution, parce que nous avons une mauvaise Constitution, qui peut nous permettre de réformer, de faire quelques réformes clés, afin d'arriver et réformer, y compris le système électoral, afin d'arriver à de nouvelles élections. Voilà ce que nous préconisons. Et chaque jour que nous tardons pour y arriver, c'est des morts que nous allons compter. Nous allons compter ces morts parce que le gouvernement est dans un tourbillon. Ils ne peuvent pas, ils ne savent pas comment s'en sortir de cette situation du Nord-Ouest. Leur culture, leur ADN ne leur permet pas de prendre les solutions simples et claires que nous les présentons depuis 3 ans. Comment Mme Kawala a créé donc ce sursaut national? Parce que puisque nous y sommes, ce sursaut national, n'est-ce pas, que les Camerounais parviennent à se mettre tous ensemble, main dans la main, pour essayer de demander qu'on règle enfin les problèmes de ce pays. Déjà, nous savons bien évidemment qu'on ne pouvons plus compter sur le régime Biya pour résoudre ça. Maintenant, il est de notre responsabilité. Mais ne pensez-vous pas qu'il est temps que tous les acteurs politiques, tous les grands leaders politiques comme vous, s'asseyent d'abord autour d'une table pour montrer le vrai exemple. S'asseyent autour d'une table et maintenant, vous causez et vous sortez de là avec, je ne sais pas, une coalition comme on a vu dans beaucoup d'autres pays, dans le but de créer ce sursaut national. Parce que si les Camerounais ne vous voient pas tous ensemble, main dans la main, est-ce qu'ils auront la volonté de sortir massivement comme on veut? Je crois que nous, au niveau de Stand Up for Cameroun, nous ne souhaitons que ça. Et nous avons fait des pieds et des mains auprès des différents leaders pour que on puisse s'asseoir et avoir un plan de travail qui est un plan pour l'ensemble du pays. Je suis très, très heureuse parce que vous nous avez vus, nous les femmes, on a réussi à se mettre ensemble en tant que femmes. Vous avez vu moi-même avec Michel Doki qui est du MRC, avec Maître Alice Com qui est de la société civile, Maître Chakunte qui est de la société civile, nous avons réussi à nous mettre ensemble et faire un plan pour notre journée à nous, pour le 8 mars, où nous disons aux femmes d'être en noir pour le 8 mars, de ne pas porter le pagne, et je vais revenir un peu tout à l'heure sur ce pagne, mais nous leur avons dit d'être en noir ce jour, de sortir pour que nous pleurons pour ces victimes que nous comptons tous les jours, de ne pas participer au défilé. Les gens ne peuvent pas tuer nos enfants, tuer nos maris, tuer nos filles, tuer nos fils, et puis nous appeler pour dire que venez défiler pour nous. Ça n'a pas de sens. Exactement. Justement, ça n'a pas de sens de défiler. Et là, franchement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Absolument. Et ce que nous sommes en train de demander aux femmes un peu partout, cette année, ça tombe un dimanche. Donc, je voudrais dire quelque chose parce que j'entends beaucoup le terme boycott, le boycott du 8 mars. Non, nous voulons que les femmes soient dehors dans leur noir. On ne veut pas que les femmes restent à la maison. Nous avons demandé tout simplement, nous avons dit non au pagne, mais c'est la journée de la femme et la femme camerounaise doit s'exprimer ce jour-là pour dire tout ce qui ne va pas. Donc, nous demandons aux femmes de porter le pagne. À travers les pays, nous leur demandons de faire des demandes de messes, etc. Il y aura notamment à Douala 2 grandes messes. Il y a un le samedi 7 et un le dimanche 8 où nous allons convier
toutes les femmes pour être présentes. Donc, il est très important, je crois que les femmes ont donné le ton par rapport à pouvoir se mettre ensemble. J'espère, Maxivoire. Et là, je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont des personnes qui sont soit des militants du MRC, soit des sympathisants du MRC. Et je vais dire quelque chose qui va certainement fâcher certains. Il va être difficile de mettre tous les différentes forces au Cameroun, que ce soit, je ne dis pas parti politique, parce qu'il s'agit maintenant pas seulement des partis politiques, mais aussi de la société civile, aussi les églises, etc. Il va être difficile de mettre toutes les différentes forces ensemble si le MRC ne quitte pas cette histoire d'élection. Hein? Donc, l'enjeu actuellement est un enjeu national. Les élections ont eu lieu, elles étaient des mauvaises élections. Quand un jeu est mauvais, on ne reste pas et dit c'est moi qui a gagné le jeu qui était mauvais. On a tous vu que l'élection était mal organisée. On a tous vu ce qui s'est passé pendant ces élections. Et nous disons aujourd'hui l'enjeu pour le Cameroun est un enjeu national, celui de mettre de côté le régime. Mais si vous nous mettez dans la position où on dit voilà, il y a un président élu, etc., vous n'allez pas rassembler les gens. Vous n'allez pas rassembler toutes les forces vives. Le programme doit être un programme de fondation de la nation. Tous les pays qui sont passés par là, c'est comme ça qu'ils ont fait. Si vous regardez aujourd'hui, on est en train de dire, le Soudan est en train de se refonder, le Burkina l'a fait, la Tunisie l'a fait, l'Algérie est en train de se battre pour le faire. C'est la refondation du pays dont il s'agit. C'est la capacité de s'asseoir ensemble et de mettre en place d'autres règles. C'est la capacité de s'asseoir ensemble et de régler le problème anglophone sur comment nous allons vivre ensemble. Voilà les enjeux de l'heure. Et quand un grand mouvement, parce que le MRC aujourd'hui est un grand mouvement, quand un grand mouvement comme le MRC reste sur, met la chose autour d'une personne, c'est difficile pour les autres forces. Ça, c'est un message que je veux passer. Je sais que ça va fâcher certains, mais vous perdez beaucoup de temps. C'est la liberté d'expression, Madame Kavala. C'est votre liberté de penser. Voilà. Donc, tant que vous posez le problème en termes de personnes, au lieu de le poser en termes de la refondation de la nation, ça va être difficile. Voilà justement pourquoi je vous ai parlé, n'est-ce pas, de cette affaire que les leaders politiques déjà, les leaders idéologiques, les leaders que vous êtes, devraient normalement trouver une solution à tous ces différends. Pour que le peuple puisse enfin comprendre qu'il est temps, il faudrait d'abord que vous, qui êtes à la tête des différents mouvements et partis politiques sérieux, n'est-ce pas, au pays, comprennent également qu'il est temps de s'asseoir et de sortir de là avec quelque chose qui va mettre le peuple en confiance. C'est ça qui manque. Ce n'est pas... le peuple est prêt. Le peuple est prêt, mais je pense que beaucoup de leaders ne sont pas encore prêts. Et vous voyez peut-être aujourd'hui la mobilisation, n'est-ce pas, qu'il y a autour du professeur Maurice Kamto, que nous appelons communément le président élu, bien évidemment. On doit profiter de tout cela, n'est-ce pas, pour mettre tous les leaders ensemble et trouver une solution, parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on ne puisse pas faire si on s'assoit et qu'on pense d'abord au pays. Ça, c'est mon point de vue personnel. Nous sommes entièrement d'accord, Maxivoire. Nous sommes sur exactement la même ligne. Je ne vais pas entrer dans je ne vais pas entrer dans certains détails
entre nous, les leaders politiques, mais ce que je veux vous dire, qu'au niveau de Stand Up for Cameroun, nous sommes plus que prêts. Nous avons déjà fait le pas à maintes reprises d'aller vers les autres, puisque nous sommes déjà une plateforme. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes 4 partis politiques dans notre mouvement. Nous sommes 4 partis politiques qui ont fait leur preuve. C'est depuis 2016 que nous agissons. C'est depuis 2016 que nous sommes sur le terrain avec le même message, avec le même programme. Nous n'avons pas failli une seule fois. Et donc, nous sommes prêts à notre niveau et nous sommes allés, je peux vous dire, vers tous les autres leaders. Tous les autres leaders, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Donc, aujourd'hui, vous prêchez à, on dit quoi, à celui qui est déjà convaincu. Donc, les difficultés, les barrières ne sont pas à notre niveau. Nous sommes déjà convaincus, nous sommes persuadés au niveau de Stand Up for Cameroun. C'est pour ça que nous avons créé cette dynamique. Nous sommes persuadés que aucun parti politique seul, aucun mouvement seul ne peut réussir le projet de mettre fin à ce régime. Pour mettre fin à un régime, encore une fois, regardez comment les autres ont fait. Vous l'avez si bien dit. Nous, au niveau de Stand Up for Cameroun, nous sommes en contact avec les collègues au Soudan. Nous sommes en contact avec les collègues au Burkina. Nous leur posons la question, comment avez-vous fait? Comment avez-vous fait? Et cette condition de mettre les différents mouvements ensemble, c'est une leçon que tous nous donnent. Et tous nous disent, c'est pas seulement les partis politiques, il faut engager la société civile, il faut engager les religieux, il faut que tous les différents acteurs soient impliqués. Justement, en parlant de ça justement, je ne pense pas que ce soit des trucs qu'on puisse parler aussi, on pouvait pas, c'est un peu stratégique. Donc, c'est pour ça que je disais que le peuple attend seulement de vous voir main dans la main. Quel que soit ce que vous allez vous asseoir en conclave et décider, mais tout ce que le peuple veut voir, c'est de vous voir main dans la main. Et s'il y a une personne de plus qui peut suivre la foule, ce sera une personne de plus, comme on dit toujours communément. Donc, tous les leaders au Cameroun, dans notre pays, doivent savoir que le pays va mal, doivent savoir que le sang des Camerounais se verse et qu'à un moment donné, ils doivent entrer en conclave et sortir de là avec quelque chose à proposer aux Camerounais qui vont s'engager et qui vont se sacrifier pour vous. Parce que le peuple camerounais va s'engager et peut-être même se sacrifier. Quand je dis sacrifier, c'est que nous savons très bien qu'en face, il y a des gens qui sont sans foi ni loi. Donc, du coup, le peuple va protéger les leaders et se sacrifier. Mais pour ça, il faut, n'est-ce pas, à un moment que vous puissiez trouver un moyen de s'asseoir en conclave et de sortir avec quelque chose. C'est très, très, très important à ce niveau. Donc, c'est stratégique, on ne va pas trop en parler, Madame Kawala, en public comme ça devant les gens. Vous savez qu'il y a les gens de Monsieur Biya qui nous regardent aussi là. Bien sûr, mais je n'ai pas l'intention de parler de stratégie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis entièrement d'accord et je pense que c'est très important que vous passiez ce message que vous venez de passer à l'intérieur de votre propre mouvement. Donc, bon, écoutez, nous, on est de la brigade anti-Sardinard. Nous, on n'est pas un parti politique. Nous sommes sympathisants, n'est-ce pas, de tous ceux qui se battent, tout comme nous sommes sympathisants de vous. C'est de la même façon que nous sommes sympathisants également du président élu, le professeur Maurice Kamto. Et lui-même, je pense, dans son dernier discours, il avait dit que ce jeu a été mal organisé, réorganisons le jeu. Je pense que vous avez suivi à Douala. Donc, vous êtes presque tous dans la même longueur d'onde. Le tout, c'est de pouvoir s'asseoir en conclave et de prendre la vraie décision. La vraie décision. Nous ne sommes pas sympathisants d'un mouvement, nous sommes sympathisants du changement dans notre pays. Voilà, c'est un peu ça. C'est l'essentiel. Voilà, alors Madame Kawala, n'est-ce pas, on va revenir sur le 8 mars en noir. Oui. Alors, le 8 mars en noir,
je crois que c'est l'exemple même de cette capacité de travailler ensemble. On a lancé à 4 femmes. Je peux vous dire, aujourd'hui, il y a des centaines de femmes qui ont déjà rallié. Nous allons bientôt, dans la semaine, faire d'autres communications et vous allez voir les autres femmes qui ont déjà adhéré, dont beaucoup, je suis très heureuse de cela, beaucoup de femmes qui sont soit carrément dans le parti au pouvoir, qui nous ont appelés par derrière pour nous dire c'est excellent, c'est une très bonne chose et qu'elles-mêmes seront en noir ce jour-là. Et les femmes qui sont proches du parti au pouvoir. Parce que nous avons besoin de tous les Camerounais. Et quand il s'agit de massacre, nous avons vu ça dans d'autres pays, ce n'est pas une question d'opposition et de parti au pouvoir, c'est tout le monde qui doit être choqué et qui doit dire non, ça doit s'arrêter. Donc le 8 mars en noir, nous demandons à toutes les femmes d'être en noir, d'être dehors dans ces différents regroupements, dans ces différentes manifestations. Comme je dis, il y aura ces 2 grandes manifestations à Douala, une messe le 7, samedi le 7, au niveau de l'église presbytérienne à Bonabéry, où il y aura aussi distribution des dons aux personnes internes déplacées qui sont très concentrées au niveau de Bonabéry. Et ensuite, le 8, il y aura la messe au niveau de la cathédrale pour les victimes. Et nous voulons que les femmes soient massives, qu'elles sortent massivement dans leur noir pour rendre hommage à toutes ces victimes de toutes les violences, parce que nous sommes en train de parler des violences qui ont lieu à l'extrême nord, des violences qui ont lieu dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais vous allez voir aussi des femmes qui sont victimes de la violence au quotidien grâce à cette mauvaise gouvernance de notre pays. Donc vous allez voir des femmes qui sont victimes des enfants volés, vous allez voir des femmes qui sont victimes de manque de soins de santé qui font que la mortalité maternelle est très très élevée au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons oublié Monique Koumatekel, mais les femmes continuent à mourir en donnant la vie au Cameroun. Donc, toutes les victimes de différentes formes de violence à cause de la gouvernance de notre pays seront ensemble et dehors le 8 mars. Donc, nous demandons à toutes les femmes d'être dehors. Maintenant, je voudrais adresser la question du pain. Il y a certaines femmes qui tiennent à leur pain. Et nous comprenons nos sœurs. Parce que la femme qui tient au pain, c'est une femme parfois dont pendant toute l'année, elle ne recevra aucun cadeau, rien du tout de son conjoint. Et ce n'est que ce pain-là qu'elle a pendant toute l'année. Donc nous comprenons les femmes, nous disons encore une fois, notre mouvement est non violent. Notre mouvement est toujours non violent. Donc notre port du noir ne veut pas dire qu'on commence à insulter les femmes qui sont en train de porter le pagne. Non. Ça ne veut pas dire qu'on va huer ou bien et encore moins une violence physique quelconque. Si quelqu'un fait ça, la personne ne fait pas partie de notre mouvement. Si quelqu'un fait ça, il ne fait pas partie de notre mouvement. C'est dans la non-violence. Nous comprenons nos sœurs, celles qui sont contraintes, parce beaucoup de gens ne comprennent pas comment le pain fonctionne au Cameroun. Les ministères achètent le pain et les femmes qui sont fonctionnaires, qui sont dans les entreprises d'État, etc., sont dans l'obligation de porter ce pain et de sortir. Nous disons à ces femmes-là, qui ressentent cette contrainte-là et qui, pour une raison ou une autre, disent qu'elles doivent être en pain, nous disons, mettez un peu de noir quelque part. Sur votre foulard, sur votre ceinture,
avec un petit bandeau, nous sommes en train de pleurer nos enfants. Même si quelqu'un vous contraint n'importe comment, cette personne-là ne peut pas vous contraindre à ne pas pleurer vos enfants. Il est important, nous ne pouvons pas être une société. Nous allons devenir des animaux. Si on tue les gens chez nous comme ça et on ne s'arrête pas pour constater et pour rendre hommage à une vie qui est partie. En Garbou, on parle de 14 enfants, dont 9 qui avaient moins de 5 ans. 9 qui avaient moins de 5 ans. Nous avons besoin de nous arrêter en tant que nation. Pour tous ces morts-là, pour tout ce sang qui coule depuis des années, on doit s'arrêter. Et on dit aux femmes, celles qui se sentent trop contraintes pour une raison ou une autre, on ne va pas l'agresser, mais on lui demande, mettez du noir quelque part. Mettez du noir pour signaler que vous aussi, vous êtes en pleurs. Et pour la vaste majorité de femmes qui n'ont pas besoin de pagne, ce pagne est un symbole. Il faut qu'on sache que la journée internationale de la femme est une journée de lutte. C'est une journée que les femmes ont obtenue par la lutte. Donc, nous ne pouvons pas être dans la situation dans laquelle nous sommes au Cameroun, et puis les femmes sont passives. Nous rappelons aux femmes que nous sommes les filles, les petites filles des très grandes combattantes. Les femmes camerounaises ont toujours combattu. Si nous remontons à la période de ces indépendances, nous allons trouver que les femmes Anlou, dans le nord-ouest, ont combattu le colon anglais pendant 10 ans. Ces femmes faisaient des manifestations non violentes pour que le colon parte de chez eux. Les premières personnes à se lever en masse contre le colonisateur français, c'était les femmes à Douala en 1942. Donc, il est très, très important que les femmes camerounaises sachent que nous ne sommes pas des accompagnatrices, nous ne sommes pas des gens qui sont là pour applaudir, nous ne sommes pas des personnes qui sont là pour porter un pagne, nous sommes des enfants de combattantes et on doit honorer celles qui nous ont précédés. Nous devons faire attention parce que les femmes camerounaises, à travers l'UDFEC, l'Union démocratique des femmes camerounaises, qui était le parti politique des femmes au moment des indépendances, elles ont écrit plus de 1000 lettres de plaidoyer à l'ONU en 1949. Donc, il est très, très important pour les femmes camerounaises de se lever, de s'exprimer, d'être à la tête de ce combat pour un changement dans notre pays. D'accord, Madame Kawala. Alors, pour sortir, n'est-ce pas, de notre émission et également pour vous libérer, déjà, merci d'avoir participé à la grande messe ce samedi qui était très attendue. Malgré toutes les pannes techniques qu'on a eues, on finit quand même avec 1 millier de personnes qui sont là scotchées à nous regarder et à nous écouter et qui vous écoutaient religieusement. Alors, est-ce que vous me permettez, moi, de vous donner un point de vue personnel devant les 1200 personnes qui sont en train de nous regarder actuellement? Absolument. Je sais que vous êtes une femme très ouverte, même à la critique aussi, et tout ça, et du coup, ça ne va pas vous fâcher. Mais mon point de vue, moi, pour ma part, et pour beaucoup d'autres observateurs, c'est que je vais revenir sur le professeur Maurice Kamto, que nous appelons tous le Kirikou national, parce qu'il a la capacité aujourd'hui, n'est-ce pas, de drainer beaucoup, des milliers de personnes derrière lui, chose qui n'est pas du tout à négliger quand nous sommes déjà dans un combat pour la libération de notre pays. Pour ma part, mon observation, c'est que lorsqu'on a un monsieur comme ça, là, on devrait tous le soutenir. C'est-à-dire, on devrait le soutenir pour le porter encore plus haut. Moi, c'est mon observation parce qu'il a cette capacité d'être aimé par des milliers et des milliers et des milliers de Camerounais. Cette capacité à être aimé est non négligeable et c'est très rare. Vous voyez un peu? Donc, du coup, ça, c'est mon point de vue. Et vous n'êtes pas obligé de le partager, mais c'est mon observation. Et je pense que
on gagnerait mieux, n'est-ce pas, à valoriser encore plus ce genre de personnes. Cela ne signifie pas que vous ne pesez pas de votre poids, ou que non. Nous savons très bien le travail que vous abattez depuis des années sur le terrain au pays, qui a même permis également à ce sursaut national que nous sommes en train de voir. Parce qu'il faut pas négliger ça. C'est très important. Cet éveil de conscience que vous avez fait, tout ce travail que vous avez fait a permis à ce qu'on voit également aujourd'hui. Mais quand on a quelqu'un comme ça qui se démarque du lot, pour ma part, encore une fois de plus, je dirais que les acteurs politiques, idéologiques, les leaders politiques de notre pays devraient se mettre ensemble, n'est-ce pas, et soutenir ce monsieur qui tient également aussi tête comme vous à ce régime et qui parvient instantanément à mobiliser autant de foules. Franchement, notre pays a besoin d'un sursaut national et nous comptons sur vous, sur tous les acteurs politiques et surtout sur vous, nos mamans. Nous comptons sur vous parce que c'est vous qui versez votre sang pour nous mettre au monde. Nous comptons sur vous pour que ce pays soit libéré. Je crois, Max Ivoire, qu'il est clair qu'aujourd'hui, Maurice Kamto mobilise, il intéresse un certain nombre de personnes. C'est indiscutable. Toutefois, vous allez m'excuser, une nation comme le Cameroun ne se bâtit pas autour d'une personne. Ça se bâtit autour d'un projet, ça se bâtit autour des idées. Donc, Maurice Kamto pourra, après une transition, il pourra peut-être être la personne qui va gagner ces élections-là. Mais aujourd'hui, la personne de Maurice Kamto ne va pas résoudre le problème anglophone. La personne de Maurice Kamto ne va pas résoudre le problème fondamental d'injustice, des règles, des droits, etc. de notre pays. La personne de Maurice Kamto ne va pas résoudre le problème d'une culture coloniale que nous avons héritée et qui nous mine fondamentalement jusqu'à ce jour. Je crois que c'est là où nous devons savoir que on doit embrasser ce qu'on embrasse ensemble pour changer le pays. C'est un projet où on dit il nous faut balayer ce qui nous cause tous ces depuis des décennies. Il nous faut reconstruire les piliers de la nation. Ce n'est pas des individus. On n'est pas en train de parler de mettre derrière tel ou derrière l'autre. Non, l'heure n'est pas, je suis désolé, l'heure n'est pas ça. L'heure est à dire qu'on d'une table et qu'on discute de la nature de notre État. Quel type d'État est-ce que nous voulons pour l'avenir du Cameroun? Quelle forme d'État nous voulons pour l'avenir du Cameroun? Quel type d'élection est-ce que nous pouvons organiser? Pas nous allons garantir. Il ne faut pas que les gens il faut que les gens se détrompent. Ce travail-là n'est pas facile. Quand on va se débarrasser de ce régime, voilà là où le vrai travail va commencer. Effectivement. Et nous avons énormément de travail à faire. Et on doit se concentrer sur ce travail fondamental. Croyez-moi, personnellement, j'ai un ego qui peut-être dépasse celui des autres que vous voyez là. Mais j'ai dit, depuis 2016, je mets mon ego de côté. Travaillons d'abord sur le projet. Il y aura le moment. Il faut que le moment soit un moment où chacun qui a son candidat, qui a son, etc., se met derrière cette personne-là sans inquiétude, en sachant qu'on va à une compétition et que le meilleur va gagner. Mais monsieur Max Ivoire, je vous dis, prenez la peine d'aller étudier ceux qui sont débarrassés des
dictateurs, que ce soit la Tunisie, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Soudan qui se fait actuellement, ça ne se fait pas autour d'une personne ou même deux personnes. Ça se fait parce qu'on met un projet devant la société que tout le monde peut adopter, tout le monde peut se retrouver. À partir il s'agit des personnes, il y aura toujours des gens qui aiment telle personne et d'autres qui ne l'aiment pas. Ça, c'est la réalité de l'être humain. Donc, là où le Cameroun est aujourd'hui, c'est le projet Cameroun qui est en danger. C'est l'idée Cameroun qui est en danger, c'est cette idée-là. C'est à cette idée-là qu'on doit s'adresser. Toute personne est secondaire à cela. Vraiment, toute personne est secondaire. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous tous, on tait nos égaux. Croyez-moi, les 4 femmes qui se sont assises autour de la table l'autre jour, chacune de nous a un grand ego. Vous n'êtes même pas sûr qu'on s'entend. Surtout, c'est même clair qu'on ne s'entend pas surtout. Il y a des choses fondamentales sur lesquelles on ne s'entend pas. Mais on s'est dit sur quoi on s'entend, fait qu'on ne peut pas permettre à notre nation de voir autant de sang couler et de ne pas marquer, de ne pas céder. Ça fait de nous des personnes qui ne sont plus humains, qui ne sont plus des donc, voilà le type d'idée autour de laquelle on doit bâtir une nation. Une nation ne se bâtit pas autour des personnes massives, ça se bâtit autour du principe, autour des idées, autour d'une conception de cette nation. Et je sais que c'est difficile pour des gens qui ont adhéré à un mouvement, qui sont fans peut-être d'une personne. Mais ce n'est qu'en se mettant sur les principes, sur la fondation de la nation, sur quelle constitution il faut, quel type de système électoral il faut, etc., que nous allons réunir tout le monde. Parce que ce n'est que dans ça que tout le monde a intérêt. Effectivement. Oui, à partir du moment où vous vous dites que non, c'est tout le monde qui doit soutenir telle personne ou tel mouvement, etc., vous allez forcément diviser les gens. D'accord. Ben oui, justement, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Nous voulons vous voir ensemble. Ça, c'est c'est-à-dire, c'est notre volonté commune. Nous voulons vous voir ensemble, assis en conclave pour débattre sur le futur du Cameroun. Parce que, comme vous l'avez dit, bien évidemment, renverser le régime, ce sera une chose, mais reconstruire le Cameroun de derrière, ce sera une autre. Et pour ça, on a besoin de tous les enfants du Cameroun, on a besoin de tous les Camerounais soucieux du développement et du changement dans leur pays, on a besoin de tous les acteurs idéologiques, politiques et tous ceux qui peuvent compter, n'est-ce pas, pour reconstruire ce pays qui a été détruit par ce régime de 38 ans de tyrannie. Alors, merci beaucoup, Madame Kawala, une fois de plus, d'avoir été patiente. On sait que votre programme est très surchargé et tout ça. Merci beaucoup d'avoir supporté avec les coupures et tout, et tout, et tout. Et nous souhaiterons vous revoir encore ici, dans la grande messe, n'est-ce pas, pour parler encore aux Camerounais afin de créer ce sursaut national. Merci, merci. C'était un grand plaisir. Je dis un grand merci à tous ceux qui sont restés en ligne, qui ont été patientes. C'est dommage parce que quand il y a la vidéo, c'est mieux, oui. Vois parfois les questions, etc. Et c'est peut-être un peu plus interactif, mais je suis très, très heureuse de pouvoir vous parler et de pouvoir faire cet échange. Je reviens dès que vous m'invitez et que le programme permet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kawala, et je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Merci beaucoup. Et tous. Merci. Voilà, alors mes chers frères et sœurs, nous avons écouté, n'est-ce pas, l'une des très grandes actrices politiques, si on peut dire actrice politique, je ne sais pas, le français est trop difficile pour moi, mais pour ceux qui ne connaissent pas Madame Kawala, et je vais essayer, n'est-ce pas, de répondre à certains petits commentaires en 10 minutes avant de couper la grande messe. Vous savez, il faut qu'on apprenne à respecter le point de vue d'une autre personne. Surtout quand on a affaire à certaines catégories de personnes. C'est très important.
Respectez le point de vue. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même point de vue, la même vision que nous. Respectez le point de vue. Ils sont très minimes, il y a peut-être 5 personnes, c'est à eux que je veux. Ne vous laissez jamais emporter. Apprenez à écouter le fond de la pensée et comme ça, vous apprendrez beaucoup. Beaucoup d'entre vous ici n'ont pas une culture politique aguerrie. Nous sommes tous des bébés politiques. Vous voyez, des personnes comme ça, c'est des personnes qui font de la politique depuis des années. Depuis des années et des années et des années. C'est des personnes qui connaissent un peu les problèmes de fond de notre pays. Ils connaissent beaucoup d'enjeux que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Ne nous laissons pas noyer dans la politique. Je vous le dis tous les jours, l'activisme, ce n'est pas la politique. Un activiste s'intéresse à la gestion des affaires de son pays sans toutefois être un politicien. Parce que le politicien, il parlera toujours pour flatter, pour essayer de... Mais l'activiste, lui, il parle des choses qui fâchent. Il est libre de dire le fond de sa pensée. Et également, les dames comme Madame Kawala, qui sont à respecter jusqu'à preuve du contraire, sont libres de dire le fond de leur pensée. Et on a un point commun, c'est la chute du régime. Nous ne pouvons pas simplifier le travail que cette dame fait au pays, au Cameroun, sur place, et que nous voyons tous, c'est de la mauvaise foi. On ne peut pas simplifier cela. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer et nous devons respecter le point de vue de tout un chacun. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait un sursaut national. Alors, quel que soit ce qui peut provoquer ce sursaut national, nous allons encourager et le pays va se libérer. Et bien comme elle vous l'a dit encore ici, et je pense vous l'avoir dit, et beaucoup aussi de combattants qui font des vidéos comme nous l'ont dit. Le problème actuellement, le grand problème, ce n'est pas de renverser ce régime. Ce régime tombera en 2 jours. Dès que ça va partir, là, pang, en 2 jours, c'est bon. Mais vous devez savoir qu'après cela, il y a une reconstruction à faire. Il y a une reconstruction. C'est l'après-Biya qui pose le véritable problème. Voilà. Donc, apprenons à respecter le point de vue de tout un chacun. Et Madame Kawala est une femme respectable et respectueuse qui se bat au même titre que nous pour le changement dans notre pays. Voilà. Donc ça, je m'adresse aux 5-6 personnes là qui disaient que non, il faut la couper, machin. On ne dit pas ça. Je suis désolé, on ne le dit pas. Parce que quand vous avez la possibilité d'écouter quelqu'un comme ça, écoutez-la bien. Vous prenez ce qui est bon et ce que vous sentez mauvais, vous mettez à côté. C'est comme ça qu'on mûrit. Parce que beaucoup d'entre nous ici ne connaissent pas ce qu'on appelle la politique. La politique a beaucoup d'enjeux que vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà. Alors, mes chers frères et sœurs, merci à tous ceux qui ont pu être connectés, qui sont restés connectés. Je vois que vous avez fait beaucoup de partages, 2000 partages, c'est bien. Même si ce n'est pas assez, mais c'est bien. Pour tous ceux qui sont restés connectés, vous êtes restés connectés malgré tous les problèmes techniques qu'on a eus. Vous êtes restés connectés. À chaque fois que Mme Kawala est invitée là où elle peut parler librement, il y a toujours ce genre de coupure. Il y a toujours ce genre de coupure. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient ici, chez moi. Ce n'est pas la première fois. La dernière fois, c'était pareil. C'était pareil. C'était des bandades, coupure ici, coupure. Mais elle a insisté et elle a quand même pu parler. Nous allons continuer notre travail de conscientisation, tout en sachant que le peuple camerounais est prêt. Le peuple camerounais est prêt et lorsqu'il se lèvera, lorsque le peuple camerounais se lèvera, nous allons le soutenir. Nous allons le soutenir. Nous allons soutenir ce peuple jusqu'au bout. Et nous devons nous préparer à ça. Nous devons nous préparer à ça. Donc, les prochaines personnes que j'ai en liste que je voudrais inviter ici, il y a Maître Alice Com que je veux inviter ici. Également, je voulais passer vraiment un message très particulier. C'est des choses que je ne fais pas souvent. Mais je voudrais passer un message très particulier à une jeune sœur.
qui a fait une vidéo vraiment exceptionnelle, mais alors exceptionnelle. Je parle de notre jeune sœur comédienne que vous connaissez très bien, Aïcha Lakamoise, je crois, oui. Aïcha Lakamoise, Aïcha Kamoise, oui. Aïcha Kamoise, oui. Je tiens à lui passer un salut particulier et un bonsoir très particulier aussi, parce que je veux encourager sa détermination, son courage. Il faut encourager cela, parce qu'elle a fait un petit décryptage vidéo là. Quand j'ai écouté ça, mais j'étais ébahi parce qu'elle ne mâchait pas ses mots, elle disait les choses telles qu'elles sont. Tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Et elle a expliqué pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à ci, à ça, à ça, à ci. Et elle a été tellement claire et limpide en 20 minutes. Elle a dit beaucoup de choses. Et il faut beaucoup de courage, surtout pour une personne comme elle qui est constamment au pays, qui va pour des petits tournages et tout, parce que c'est une actrice. Elle a fait quelque chose de vraiment incroyable et c'est à saluer, c'est à féliciter. Et c'est ce qu'on vous demande. Il faut oser. À un moment donné, il faut oser. Mais vous ne pouvez pas subir et ne pas parler. Elle a parlé des problèmes des artistes les artistes ne profitent de rien parce qu'il y a une bande d'individus qui sont assis là-bas au ministère de la Culture et qui bouffent l'argent des artistes. La petite sœur, elle travaille son argent, elle va produire des films au pays pour valoriser la culture camerounaise. Et lorsqu'elle se plaint, n'est-ce pas, de la façon dont la culture camerounaise est gérée, tout ce qu'on lui oppose, c'est des menaces. C'est des menaces et c'est des menaces. Alors j'ai envie de dire aux gens qui la menacent, vous n'avez que l'argument de la force. Vous n'avez pas la force de l'argument. Ceux qui ont l'argument de la force, c'est ceux qui n'ont rien à dire. C'est ceux qui ne peuvent pas se défendre. Alors la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de chercher à intimider, chercher à employer la force. Comme le président élu l'avait si bien dit, lorsqu'on a poussé l'outil comme marteau, tout ce qu'on voit à côté de soi est un clou. Donc, le seul réflexe, c'est seulement de taper. Donc, mes chers frères et sœurs, pour tous ceux et les artistes là, je parle d'elle parce que c'est une artiste. Les artistes là, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous ranger du côté du peuple et de dénoncer les injustices et de travailler pour le changement. Voilà encore une de vos sœurs artistes qui s'est démarquée avec cela. C'est tout ce qu'on vous demande. Il y a le général Bifagaki aux États-Unis qui s'est démarqué également. Il veut le changement parce qu'il voit que les artistes sont dans la misère. Alors, tout ce qu'on demande aux artistes qui sont le porte-parole, qui sont des porte-voix, qui sont des messagers, c'est de se ranger du côté du peuple. Vous ne pouvez pas être en train de souffrir comme vous souffrez et en même temps, vous êtes en train de dire que vos bourreaux sont ayop. Non. Vous devez militer tous autant que vous êtes pour le changement. Voilà une de vos petites sœurs qui vous montre l'exemple. Et vous devez suivre cet exemple. C'est très important. Vous devez suivre cet exemple-là. Et c'est un exemple à saluer. Alors, sur ce, je vais finir la grande messe ce soir. C'était vraiment une très bonne messe là, ce soir-là. Vraiment, beaucoup sont restés connectés malgré tous les problèmes qu'on a eus. Et je m'excuse encore une fois de plus pour le désagrément dû aux les coupures et tout ce qu'il y a eu. Espérons que la prochaine grande messe ne va pas se passer comme ça. Espérons que la prochaine grande messe... Je vous annoncerai la prochaine invitée la semaine prochaine. Normalement, je devais prendre M. Victor depuis déjà 2 semaines, mais comme il y a eu des contretemps, je vais prendre M. Victor d'ici là, un de ces jours encore, et nous allons redécrypter encore le régime d'IA, redécrypter. Et entre-temps, je ne saurais terminer cette grande messe pour passer un salut particulier à tout le peuple camerounais qui n'attend que le moment opportun pour se lever. Peuple camerounais, tu es en train d'attendre le moment opportun, mais c'est comme si le moment opportun est déjà là. Et vous avez écouté Mme Kawala tout à l'heure lorsqu'elle parlait des militaires. Les militaires là sont en même souffrance que vous, donc eux-mêmes ils veulent le changement. Eux-mêmes ils veulent le changement. Peuple camerounais, l'heure est venue de prendre ton destin. Même personne ne va tirer sur toi. Pourquoi? Eh bien parce que toute la communauté internationale a les yeux sur le Cameroun. Ça fait longtemps qu'on vous dit ça, mais cette fois-ci, c'est vraiment les yeux.
Si vous vous levez aujourd'hui là pour faire tomber ce régime, j'ai dit même les militaires là vont vous aider. Il n'y aura personne à travers de votre chemin. Vous pouvez nous faire confiance et on vous l'a toujours dit. Il y a beaucoup de militaires qui n'attendent que ça. Ils vont rejoindre le peuple. Ils vont sortir des casernes et ils vont rejoindre le peuple. Et personne ne vous fera rien. Et le tyran partira et ensemble nous reconstruirons notre pays. Alors, peuple camerounais, il faut oser. Prends ton destin en main. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te sauver. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te sauver. Sauve-toi, toi-même. Prends ton destin en main. Décide-toi. Et à un moment donné, un matin, tu te lèves, tu t'assois à la poste centrale et tu ne quittes pas de là tant que Biya n'est pas parti. Tu n'es pas obligé de casser. Tu n'es pas obligé de brutaliser. Vous pouvez tous sortir dans les rues, partout, dans tous les carrefours. Vous asseyez dans tous les carrefours de vos quartiers, partout. Vous vous asseyez seulement. Vous vous asseyez, vous préparez l'eau. Vous préparez tout ce que vous pouvez préparer pour tenir, même 2-3 jours. Vous paralysez le pays. Vous paralysez le pays et le type là va partir. Vous vous asseyez dans tous les carrefours. Vous sortez. Chacun sort de chez lui, là, il passe s'asseoir au carrefour. Toutes les routes sont barrées, toutes les routes sont bloquées, aucun véhicule ne circule, personne ne va au travail. Vous restez là, une grève nationale. 2 jours seulement, le grand-père Sardina va porter ses pieds, il va partir parce que ce sera chaud sur lui. Vous sortez de partout. Et si vous faites ça, je puis vous rassurer, aucun militaire ne viendra jamais vous brutaliser. Le monde entier est en train de vous observer. Al Jazeera a passé le meeting du président élu l'autre jour. Ça veut dire que tout le monde entier est en train de regarder le Camerounais. Tant que tu restes, tu dors, tes frères ne font que mourir. On nous dit aujourd'hui, il y a encore eu 10 morts. Tes frères ne font que mourir. Chaque jour, tu es là, tu dors. Tes frères ne font que mourir. Non. À un moment donné, tu te lèves, tu dis stop, c'est bon là. Trop, c'est trop. Let's go. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire dans le cadre de l'émission La Grande Messe. Rendez-vous hebdomadaire. Rendez-vous la semaine prochaine, samedi 21h. Et surtout, n'oubliez pas, partagez la page. Do you understand me?